Alors ce soir, on va continuer ce qu'on a démarré le premier soir. En même temps, j'ai envie de dire que je vais m'efforcer de faire en sorte que chaque soirée puisse être écoutée, suivie ou regardée en replay sans nécessairement avoir vu tout avant, qu'il y ait une unité, une cohérence en soi dans chaque soirée. Euh, L'idée du SAS, je le rappelle, hein, c'est de dire, voilà, on est individuellement, collectivement dans une vaste période de transition. Je dis vaste parce que j'en connais pas exactement la durée. Je pense que ça a démarré il y a déjà longtemps, que ça peut encore continuer un moment. On est dans le passage, comme je disais, d'une ère à une autre, d'une histoire à une autre. On va beaucoup parler d'histoire, justement, aujourd'hui, d'un paradigme à un autre, pour employer un mot qu'on utilise assez fréquemment. Euh, et avec tout l'inconfort que ça peut avoir. Mais en même temps, il y a un côté aussi stimulant, exaltant, puisqu'on va vers du nouveau, on vit une période de métamorphose et de transformation. Un, un des éléments importants de cette transformation que nous vivons, c'est justement la notion d'histoire. Euh, je suis abonné à une revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sciences humaines, et je suis tombé tout récemment sur ce texte que j'ai trouvé tellement adapté à ce dont je voulais vous parler ce soir. C'est un extrait d'un livre que peut-être certains d'entre vous ont lu de Nancy Houston, euh, dont j'ai plus le titre d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle oui, voilà, L'espèce fabulatrice, Actes Sud 2008, Nancy Houston. Et elle dit ceci qui est en plein dans ce dont on va parler ce soir. Les Mongols, les nazis, les membres du NKVD, barbares du Nord et du Sud, d'hier et d'aujourd'hui, étaient fermement convaincus de vivre dans le réel, alors que leur tête bourdonnait de mythes, entre parenthèses, historiques, biologiques, scientifiques, pour rationaliser, justifier et glorifier leur déprédation, leur massacre, leur spoliation, leur bain de sang. Les gens qui se croient dans le réel sont les plus ignorants, et cette ignorance est potentiellement meurtrière. Pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous marchons. Je vais juste relire cette phrase parce qu'elle est quand même forte. Pour nous autres humains, la fiction est aussi réelle que le sol sur lequel nous marchons. Elle est, ce sol, notre soutien dans le monde. Aucun groupement humain n'a jamais été découvert circulant tranquillement dans le réel à la manière des autres animaux, sans religion, sans tabou, sans rituel, sans généalogie, sans conte, sans magie, sans histoire, sans recours à l'imaginaire, c'est-à-dire sans fiction. Élaborées au long des siècles, ces fictions deviennent, par la foi que nous mettons en elles, notre réalité la plus précieuse et la plus irrécusable. Bien que toutes tissées d'imaginaire, elles engendrent un deuxième niveau de réalité, la réalité humaine, universelle, sous ses avatars si dissemblables dans l'espace et le temps. Hantée sur ces fictions, constituée par elles, la conscience humaine est une machine fabuleuse et intrinsèquement fabulatrice. Nous sommes l'espèce fabulatrice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas mal comme entrée en matière. Voilà. Moi, je m'étais noté quelque chose d'autre avant de tomber sur cette citation, mais c'est la même idée. Euh, J'avais noté, le monde dans lequel nous vivons n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on croit vivre dans le réel. On croit vivre on pense qu'il y a un monde réel, un monde objectif et que nous vivons là-dedans et que nous avons une perception objective, rationnelle, factuelle, hein, les faits, c'est tellement important aujourd'hui, du monde dans lequel nous vivons. En fait, bon, j'emploie le mot fait justement, c'est pas du tout le cas. Nous vivons dans des histoires. Et c'est pour ça que je vous avais proposé de regarder la vidéo de Genesis, parce que ça fait partie des choses qui sont assez faciles d'expliquer avec ce schéma. Je vais tenter un partage d'écran.
C'est toujours un peu acrobatique, mais en général, je finis par y arriver. Alors, où est-ce qu'elle est ma fenêtre? Pourquoi je ne la vois pas? On va essayer comme ça. Est-ce que vous voyez mon beau schéma de Genesis là? Oui. Oui, Euh, Ce schéma, je l'ai appelé Genesis, je le dis pour ceux et celles qui le découvriraient pour la première fois, parce que tout simplement, il est tiré de la Genèse, ce texte archétypal, mythique, extraordinaire par lequel débute la Bible. Juste une page, mais une page absolument fulgurante. Et je ne vais pas rentrer dans tout le détail, vous le trouverez sur la vidéo, minimum une demi-heure pour avoir tout ça. Mais en gros, vous verrez que les 3 premiers jours sont créés successivement les 4 éléments qui sont là. Le premier jour, et la lumière fut le feu. Deuxième jour, séparation euh, des eaux d'en haut et d'en bas avec le ciel. On a l'eau et on a l'air. Et troisième jour, on a la terre. Donc on a 4 éléments en 3 jours. Et puis les 3 jours suivants, on a rebelote, la même chose. On voit réapparaître ce losange, c'est-à-dire un premier élément le 4e jour, 2 éléments le 5e et un quatrième élément le 6e jour. Ces 4 éléments, ils correspondent depuis, je ne sais pas, des siècles et des millénaires aux 4 dimensions de l'être humain. Le feu pour l'esprit, l'air pour le mental, l'eau pour le cœur, la terre pour le corps physique. Je vais très vite, hein, encore une fois, parce que je vous invite pour plus de détails à vous référer à ces vidéos. Euh, Ce qu'il y a d'intéressant avec ce schéma, c'est que si je change maintenant, si j'arrive, non, j'arrive pas, ça serait trop simple. On va revenir ici. Voilà, je vous passe le deuxième schéma. On ne se laisse pas décourager. Vous voyez que ces 4 éléments, ces 4 dimensions de notre être, l'esprit, le mental et le cœur et le corps, correspondent à 3 plans différents que j'ai appelés pour le corps la biosphère, le monde physique dans lequel nous évoluons, que j'ai appelé la psychosphère pour le monde du mental et du cœur, nos sentiments, nos pensées. J'ai utilisé le mot logosphère pour tout en haut parce que certains l'appellent la théosphère, le monde divin, mais on est dans une culture où il y a des gens, la seule évocation du mot Dieu ou du mot divin leur donne de l'urticaire. Donc j'ai employé le logos qui est le verbe divin, qui est un de ces termes polysémiques que j'aime beaucoup. Dans ce schéma, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie du milieu, ce que j'ai appelé la psychosphère. Parce que le mental et le cœur, qu'est-ce qu'ils font en permanence? Ils créent des histoires. Ils créent des histoires et nous croyons vivre dans la biosphère, nous vivons dans la psychosphère, nous vivons dans un monde qui est entièrement fabriqué d'histoires. On a une histoire individuelle qu'on nous a racontée depuis tout petit. Il y a l'histoire de notre famille, il y a l'histoire du pays où on vit, il y a l'histoire peut-être que la religion nous a transmis. Il y a des histoires qui correspondent à la classe sociale dans laquelle on est, à la ville peut-être particulière. Paris, c'est pas Genève, ni Bruxelles, ni New York. On est il y a des histoires dans des histoires dans des histoires comme dans des poupées russes. Et prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on vit individuellement et collectivement dans des histoires, ça change notre compréhension du monde. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte de Nancy Houston, parce qu'elle met le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel, c'est que l'être humain est un créateur d'histoire. Nous créons des histoires, nous vivons dans des histoires. Le drame, pour la plupart d'entre nous, c'est que Euh, nous croyons vivre dans la réalité, comme elle le dit là au début, hein, quand elle parle des Huns, des nazis, de tous ces gens-là qui croyaient vivre dans le réel. Non, nous vivons dans des histoires, mais nous confondons ces histoires avec la réalité. Et de cette confusion naissent énormément de problèmes. Alors, je vais stopper le partage d'écran. Vous avez vu le schéma. Euh, L'idée à comprendre, c'est qu'on vit dans des histoires, qu'on est créateur d'histoires. Mais encore faut-il le savoir. Si on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On crée des histoires inconsciemment, on croit que ces histoires sont vraies et on s'empoisonne, on se pourrit la vie avec des histoires.
Et là, franchement, nous sommes tous des grands professionnels. On a un doctorat là-dedans. Euh, alors, pour ceux et celles d'entre vous, j'imagine nombreux, nombreuses, qui ont lu les accords Toltec, vous savez que Miguel parle de rêve. Il parle du rêve de la planète, il parle du rêve individuel qu'on se crée. Et dans son langage à lui, il dit le cerveau humain rêve 24 heures sur 24. Voilà. Sauf que la journée, il y a le monde physique matériel qui limite et qui contient notre façon de rêver. La nuit, il n'y a plus ce monde matériel, donc les rêves sont absurdes, illogiques, irrationnels, partent dans tous les sens, et quand on dort, ça ne nous pose aucun problème. J'aime bien citer aussi Olivier Chambon, psychiatre, qui, lui, dans les termes de la psychiatrie, dit le cerveau hallucine 24 heures sur 24. C'est intéressant, hein, c'est un terme fort, parce que pour nous, une hallucination, c'est quelqu'un qui voit passer des éléphants roses, hein. Lui, il dit le cerveau hallucine 24 heures sur 24. Ça veut dire que nous sommes constamment en train de créer des histoires avec, bien sûr, ce que nos sens nous donnent comme information, mais ensuite, c'est nous qui les construisons, qui les agençons et qui créons nos histoires. Sauf que, comme ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend à l'école, ben, nous n'avons pas conscience d'être des créateurs d'histoires. Nous n'avons pas conscience de la possibilité de changer nos histoires. Nous avalons, nous ingérons les histoires de la famille, de la société, du monde dans lequel nous avons grandi. Et des gens peuvent passer leur vie entière sans se rendre compte de ce pouvoir qu'on a de changer déjà nos histoires individuelles. Puis avec un peu de chance, peut-être qu'un jour, on pourra changer nos histoires collectives. Alors, il y a un auteur que je cite tout le temps, si vous avez fait des ateliers ou une retraite avec moi, qui est le docteur Lewis Mail Madrona, dont j'ai eu la chance de traduire deux livres il y a déjà 10-15 ans, qui est venu à Paris, on s'est rencontrés plusieurs fois, il anime régulièrement des retraites, d'ailleurs en général en septembre, dans le sud de la France. Le livre de lui que je vous recommande le plus s'appelle tout simplement Ces histoires qui guérissent. Et lui, vraiment, qui est psychiatre d'ailleurs, parmi ses trois spécialités médicales, guérit les gens en leur racontant des histoires. C'est-à-dire qu'il les amène à se rendre compte que leur état malade est lié à des histoires qui se sont racontées. Et en changeant les histoires qui se racontent, ces gens-là guérissent, y compris de pathologies extrêmement lourdes et graves. Et on s'est rencontré avec Lewis et on avait à l'époque le projet d'écrire à quatre mains un livre ensemble, parce que pour moi, ce qu'il raconte au niveau individuel, c'est-à-dire que nous sommes malades de nos histoires, ça vaut pour l'humanité tout entière. Si le monde est aujourd'hui dans l'état dans lequel il est, c'est que collectivement, nous croyons à des histoires et que malheureusement pour nous, ces histoires sont fausses, ces histoires sont biaisées, partiales, incomplètes, mais que comme on y croit, ben, ça devient, comme dit encore Nancy Houston, ça devient notre réalité, ça devient notre monde, et on vit ce cauchemar de la planète, on vit cette histoire collective toxique qui fait on est là où on en est. Et donc ce soir, j'avais envie de vous parler de deux grandes histoires. D'un côté, l'histoire ancienne, qui est celle dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous sommes nés, l'histoire qu'on continue de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, l'histoire qui est en toile de fond de la société dans laquelle nous vivons, et l'histoire vers laquelle nous allons, l'histoire qui est en train de changer, la nouvelle histoire qui est en train d'émerger. Parce que être dans un sas, c'est aussi se trouver entre deux histoires. Et c'est pas très confortable parce qu'il y a celle qu'on nous dit, qu'on nous répète, qui est omniprésente dans la société, et puis il y a celle, on a lu des livres, on a lu des choses, on a suivi des stages, et on sent bien qu'il y a une autre histoire qui est là, et on ne sait pas trop comment raccommoder ces deux histoires-là. Alors, j'ai envie de faire ça de deux façons complémentaires ce soir. Il se trouve que, vous savez que j'ai publié en français le livre de Charles Eisenstein qui s'appelle Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible. Notre cœur, notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible. C'est un ouvrage magnifique que j'ai lu et relu. Et pourquoi j'ai adoré ce livre quand je l'ai découvert, je ne sais plus, il y a peut-être 5-6 ans de cela déjà maintenant. Il existe même en poche, hein, vous pouvez le trouver vraiment pas cher. Il se lit facilement, il est magnifique, il est magique. C'est un ouvrage que je ne recommanderai jamais assez. Dans ma préface, vous verrez que j'ai écrit qu'une part de moi attendait ce livre depuis 20 ans.
Pourquoi? Parce que en 98, à l'époque, j'habitais de nouveau provisoirement en Suisse et je ne sais pas pourquoi, j'étais à Neuchâtel. Je participais à un colloque politique, donc tout sauf quelque chose de mystique. Et je logeais chez un ami. Et le soir, m'est tombé dessus, je ne peux pas dire ça autrement, tout un texte d'inspiration un peu mystique que j'ai appelé La Nouvelle Alliance et qui était ma façon, dans mes termes à moi, de décrire ce passage d'une ancienne histoire à une nouvelle. Et quand 20 ans ou 25 ans plus tard, je suis tombé sur Charles Eisenstein, j'ai retrouvé la même intuition fondamentale, mais exprimée par un homme qui est philosophe de profession, qui est brillant dans sa manière d'écrire et qui retransmettait une idée fondamentalement identique, mais dans des mots, dans des termes peut-être moins mystiques, moins ésotériques, moins bibliques, et avec lequel il est en train de toucher, je pense, pas mal de monde. Donc, je vous propose ce soir de vous présenter ces deux versions de l'ancienne et de la nouvelle histoire, selon votre éducation, vos sensibilités, vos références. Peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus que l'autre. Alors la première, bah, je vais commencer par la mienne, en l'occurrence, que j'ai appelée la Nouvelle Alliance. Alors, bah, évidemment, celles et ceux d'entre vous qui ont des références un peu religieuses et en particulier chrétiennes, quand on parle d'alliance, forcément, ça a des résonances. En fait, voilà, ça m'est venu d'une interprétation de ce texte que tout le monde connaît et qui casse les pieds à tellement de gens, qui est l'histoire d'Adam et Ève et tout ça, voilà. Et j'en ai eu une compréhension que j'ai trouvée personnellement très éclairante et sur laquelle je me suis appuyé pour développer ce texte. Alors, je vais vous le lire, je vais essayer de faire en sorte que la lecture soit pas trop longue et pas trop ennuyeuse, mais voilà, on se lance. Donc l'ancien et le nouveau paradigme de la chute à la nouvelle alliance. Le paradigme dans lequel nous sommes actuellement est apparu avec le développement des facultés intellectuelles, qui sont le propre de l'espèce humaine. Ce développement-là, il s'est fait au détriment de l'intelligence instinctive d'une part, et puis même de l'intelligence affective émotionnelle. Et la Bible, en fait, en donne une description que je trouve très intéressante, si on la comprend justement de façon symbolique, avec le récit de la chute d'Adam et Ève. Une chute qu'on peut interpréter justement comme l'éveil des facultés intellectuelles. Pourquoi je dis ça? Parce que le mental réfléchit. Le mental réfléchit, voilà. Donc la pensée, on ne peut penser correctement que si on a de la lumière dans l'obscurité. D'ailleurs, on dit apporter des éclairages, apporter des lumières sur tel sujet, parce que dans le noir, on n'y comprend rien, on est dans l'obscurantisme au propre et au figuré. Et si vous relisez, si ça vous amuse la Genèse, vous verrez Genèse 3, 5, 6 et 7, il est dit ceci, en parlant du fruit défendu, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux, voilà, on peut voir ça comme l'éveil du mental. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est écrit texto, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc elle en mange, elle en donne à Adam, etc. Et c'est marqué ensuite, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient à poil, hein, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors, si on regarde juste 2 secondes d'un point de vue symbolique ce qui nous est dit là, imaginez ce paradis avec d'un côté l'arbre de vie, hein, voilà, et de l'autre côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre qui représente l'unité, le un, et un arbre qui représente la dualité. Et au moment où il y a cet éveil des facultés intellectuelles, eh bien, l'être humain gagne la conscience individuelle qu'apporte l'intellect, mais en s'individualisant, en devenant un individu, c'est pas juste un membre d'un troupeau, il se coupe du reste du vivant, y compris de lui-même. Donc l'unité originelle, qui est l'unité du paradis, l'unité de l'arbre de vie, tout d'un coup, cède la place au jugement et alors à la division en cascade dans tous les plans.
C'est ça, c'est là où le texte pour moi est intéressant. D'abord, division entre l'être humain et lui-même. C'est marqué, Adam voit qu'il est nu et se cache. Si je vois que je suis nu, je suis déjà dans une dualité. C'est plus une évidence d'être comme je suis, il y a, oh là là, et puis, voilà, je cherche à me cacher. Juste après, division entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu dit à Adam, dis non, mais dis donc là, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as goûté aux fruits? Lui dit, ah, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Sympa le Adam, il rebalance ça sur la femme. Donc division entre l'homme et la femme. Ensuite, division entre l'homme et la nature. C'est-à-dire que Dieu leur dit quoi? Le sol sera maudit à cause de toi, il te produira des épines et des ronces. Voilà. Donc, la nature est plus une nature accueillante, paradisiaque, ça devient un endroit où le sol est maudit et où il y a des épines et des ronces. Et puis enfin, division entre l'être humain et le plan divin avec l'expulsion d'Éden. Voilà. Et ça, ce que j'ai écrit à l'époque, ça en 98, j'ai dit, c'est vraiment le passage de l'unité à la dualité avec l'éveil de la conscience de soi. Et ça, c'est le premier grand changement de paradigme. Ou plus, peut-être, ce serait même encore plus juste de dire que c'est l'apparition du premier paradigme, parce qu'il n'y a pas de paradigme tant qu'on n'a pas un mental développé, tant qu'on n'a pas une façon de construire des histoires et d'interpréter les choses. Et ça, c'est rendu possible par l'éveil de l'intellect. Donc, ce paradigme de division, vous verrez que moi, je parle de division, Eisenstein parle de séparation, mais c'est la même idée. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre à une civilisation ou une culture en particulier, mais qui va accompagner le développement du mental humain où qu'il se produise. Alors, derrière, ce qui m'est venu avec ce texte, c'est de dire, mais on est en train d'expérimenter la dualité dans tous les plans. Voilà. Et on fait ça depuis des siècles et des millénaires. Voilà. Et la dualité, le 2 est indéterminé, c'est-à-dire que 2, c'est soit un plus un égale 3, c'est-à-dire papa plus maman égale un enfant, c'est-à-dire des volts fois des ampères égale des watts, c'est-à-dire la distance fois le temps égale la vitesse, donc un plus un égale 3. Soit c'est un contre un égale 0. C'est Caïn qui tue Abel, c'est les conflits, c'est les guerres, c'est la violence, etc. Et ça fait donc, j'allais dire une éternité, mais pas loin à l'échelle humaine, que nous expérimentons la division, que nous expérimentons la dualité. Alors pas que dans la destruction, la violence, etc., heureusement, sinon on aurait déjà tous disparu, mais n'empêche que voilà, il y a vraiment une expérimentation qui est poussée très loin dans cette séparation et dans cette division et cette dualité. Et quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, mais en fait, ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre à justement faire travailler les dualités en nous et autour de nous de façon constructive, de façon harmonieuse. Alors, d'ailleurs, on en a déjà plein en nous, hein. On a deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit. On sait qu'il y a un déséquilibre qui est déjà là à la base, avec une surutilisation de la logique, de la rationalité du cerveau gauche, du verbal, au détriment de l'image, de la métaphore, etc. Il y a une autre dualité en nous, c'est justement la tête et le cœur, hein. C'est aussi une autre façon de voir le yin et le yang, le yin du cœur et le yang de l'intellect. Et là aussi, entre ce que je veux et ce que je pense, et mes envies et mes désirs et mes pensées, il y a une espèce de guerre intérieure. Il y a encore une dualité entre la dimension spirituelle et la dimension physique, hein. Ah, des dualités à expérimenter et des divisions où on est tiraillé d'un côté et d'un autre, on en a partout. Et pour moi, la nouvelle alliance, quand j'ai écrit ce texte, c'est de dire, voilà, euh, pour moi, c'est une dynamique unitaire qui vise de renouer un nouveau lien entre toutes les polarités de l'être humain, c'est-à-dire déjà en nous, la tête, le cœur, l'esprit, la matière, cerveau gauche, cerveau droit, etc. Puis entre l'homme et la femme, entre l'être humain et ses semblables, entre l'être humain et toute la nature et la vie, et puis évidemment entre l'humain et le divin. Donc c'est un mouvement de rassemblement, de réunification, c'est une dynamique synergique. euh, et en fait, c'est exactement l'inversion de la chute, c'est-à-dire la chute, on est passé du un au 2. Et avec la nouvelle alliance, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on revient vers l'unité.
Le message de Charles Eisenstein, il me touche aussi parce que il est dans le prolongement de ce qu'on appelle l'Advaita, la non-dualité. La non-dualité, c'est justement revenir à l'arbre de vie, revenir au un. Et ça va pas se faire avec le mental, ça va se faire avec l'éveil de l'intuition, avec l'intégration de la sagesse instinctive, de l'intelligence émotionnelle, de toutes ces autres facultés qui ont pour l'instant été quand même mises au placard, mises au rencard, a fortiori depuis les Lumières, où en gros c'est le mental, le mental, le mental. Le cœur, quelle place il y a à l'école et dans l'éducation? Pratiquement aucune. L'intuition, on n'en parle même pas. Quand tu as évoqué justement l'existence d'un plan subtil, divin ou spirituel, alors là, on est très très loin, quoi. Euh, la Nouvelle Alliance, je l'ai représentée. Je ne sais pas si je peux de nouveau faire un petit partage d'écran là. On va essayer. Hop. Alors, où est-ce que c'est? On essaye ça. Voilà, c'était pour vous montrer ce schéma ici que j'ai fait à l'époque avec les moyens du bord. Je disais, le symbole de la Nouvelle Alliance, c'est la roue. Parce que dans une roue, si vous regardez ce point-là, il va vers le bas, ce point-là, il va à droite. Je vous montre sur mon écran, mais vous voyez probablement pas mon curseur. Mais vous voyez qu'il y a des flèches qui vont dans quatre directions opposées. Voilà. Mais comme elles sont toutes reliées, tous ces rayons sont reliés au même centre, eh ben, ça fait tourner la roue. Voilà. La nouvelle alliance, c'est de dire il y a moyen de faire l'unité en nous entre les éléments les plus contradictoires, les plus paradoxaux. Voilà. Et c'est le contraire de quoi? Bah, du symbole d'avant, qui était la balance. La balance, quand un plateau monte, l'autre descend. C'est toutes les inégalités, c'est les déséquilibres, c'est les tensions, c'est les divisions. Dans la roue, ce qui semble opposé, en fait, s'harmonise. C'est la magie de ce symbole extraordinaire. Donc, ce texte que j'ai écrit à l'époque, l'idée c'était de dire comment fait-on pour passer d'un monde qui est dans la division à un monde qui retrouve l'unité? Comment est-ce que j'incarne en moi cette nouvelle alliance? Comment j'essaye en moi de lier le cœur et l'intellect? Comment j'essaye de lier en moi la dimension spirituelle et la dimension physique? Comment j'essaie de faire l'unité entre toutes les parties qui semblent opposées, mais qui en réalité peuvent s'harmoniser et travailler ensemble? Alors, je vais m'arrêter là dans la lecture de ce texte. C'était juste pour vous en donner un aperçu. Il partait vraiment d'une lecture symbolique, ésotérique de la Bible, parce que je pense que ces textes, si on veut vraiment les comprendre, il faut les lire de façon symbolique, parce que au premier degré, franchement, c'est pas très intéressant. Ça amène énormément d'incompréhension. Alors que si on rentre dans le côté symbolique, tout d'un coup, on se dit, tiens, ça nous dit quelque chose de nous-mêmes. Puis j'ai envie de rajouter une chose, c'est que si on regarde le chemin que nous avons tous fait depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, eh ben, on est passé de la conscience qu'on a quand on est enfant, euh, où on n'a pas encore le plein éveil des facultés intellectuelles. Si vous lisez les différents stades d'évolution de la conscience chez l'enfant. Il y a un stade d'indifférenciation complète avec la mère, avec le monde. Puis petit à petit, cette séparation, cette division, elle se fait jusqu'au plein éveil des facultés intellectuelles, jusqu'à notre pleine individuation personnelle. Donc ce chemin qui est décrit dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est un chemin qu'on a tous vécu. La perte du paradis de l'enfance pour certains, même si vous me direz, il y a des tas de gens pour qui l'enfance est tout sauf un paradis, mais en termes de perception du monde, et puis le moment où on se sent un peu tout seul, divisé, coupé du monde, des choses, des gens, etc. Et chose intéressante, si vous lisez le cinquième accord Toltec de Miguel Ruiz, j'en parle souvent parce que énormément de gens ont lu les quatre accords. Je crois plus de 2 millions de personnes dans la francophonie, c'est pas rien. Mais beaucoup de gens n'ont pas lu le cinquième, alors que je trouve qu'il est doublement intéressant, d'une part parce qu'il revisite les quatre premiers accords avec des images, des métaphores extrêmement éclairantes qu'on ne trouve pas dans le livre original, et puis parce qu'il parle de ce cinquième accord Toltec, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et un des exemples que donne Miguel, c'est justement ce texte, en disant
que finalement, la voie évolutive qui nous est proposée, c'est de remonter. Qu'est-ce qui nous a fait chuter? Ils disent, c'est d'avoir cru que on allait être plus grand, plus puissant, qu'on allait devenir divin en mangeant de ce fruit. Et Miguel dit, mais de façon divin, on l'est déjà au départ. Donc, il propose tout un chemin de remontée, c'est-à-dire de faire le chemin inverse de la chute pour retrouver l'unité primordiale, mais pas la retrouver avec la mentalité d'un enfant, d'un tout petit, mais avec la mentalité d'un être qui a atteint sa maturité, c'est-à-dire qui a dépassé ce monde de division qui est celui que nous donne le mental quand on ne se fie qu'à lui. Alors, comme je vous disais, Charles Eisenstein, lui, il est proche notamment de Thich Nhat Hanh, que j'imagine plusieurs ou nombreux parmi vous connaissent, hein, qui était autrefois dans le village des Pruniers en France, et qui a beaucoup développé une notion que j'aime bien, qui est la notion d'inter-être. Intérêt, c'est dire en fait l'existence humaine est une existence qui est complètement relationnelle. Nous sommes des êtres de relation, nous n'existons pas sans la relation aux autres, à la nature, à toute chose. Et, et Charles Eisenstein, dans son livre, a raconté l'ancienne et la nouvelle histoire d'une façon que je trouve assez parlante. Juste par curiosité, il y en a parmi vous qui ont déjà lu ce livre, si vous pouvez juste lever la main 2 secondes comme ça. Alors, j'ai pas, il y en a qui n'ont pas leur webcam. Donc, ouais, quelques-uns, mais pas tous. Je vais, là aussi, je vais vous lire quelques extraits de cette façon dont Charles parle de l'ancienne histoire, de la nouvelle, et puis de cet espace délicat, difficile, qui est de se situer entre deux histoires. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit qu'en fait, une histoire, elle nous apporte des réponses à 7 grandes questions essentielles. La première, c'est qui je suis? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Ensuite, c'est pourquoi est-ce que les choses arrivent dans le monde? La troisième, très importante, quel est le but de la vie? Hein. Quatrième, c'est quoi la nature humaine? Cinquième, très intéressante aussi, qu'est-ce qui est sacré dans ce monde? Ensuite, sixième, qui sommes-nous en tant que peuple? Et enfin, ça rejoint un peu la troisième, d'où venons-nous et où allons-nous? Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas des choses qu'on nous enseigne de façon aussi précise que ce qu'il décrit là, mais ce que je vais vous lire là, c'est ce qui imprègne toute la société, c'est-à-dire à travers les films, à travers l'histoire, à travers la science, à travers les discours sociaux, politiques, à travers tout ce qu'on entend depuis gamin jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de fond qui nous est transmise est celle qui résume ici qu'il appelle justement, lui, l'histoire de la séparation. Alors, je reprends les 7 questions. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Vous êtes un individu séparé, entouré d'autres individus séparés, dans un univers qui est aussi séparé de vous. Donc voilà, on est d'entrée de jeu dans la séparation. Vous êtes une particule cartésienne de conscience qui regarde le monde par les yeux d'un robot de chair programmé par ses gènes pour maximiser son intérêt personnel reproductif. C'est des choses qu'on dit en biologie, hein, quand même, il n'invente rien. Hein. Il y a des gènes égoïstes en nous qui ne songent finalement qu'à nous. Voilà. Vous êtes une bulle de psychologie séparée des autres bulles, des autres personnes et séparée de la matière. Ou alors, vous êtes une âme prisonnière de la chair, séparée du monde et séparée des autres âmes. Pourquoi les choses se passent? Pourquoi il se passe ce qui se passe dans le monde? Alors la réponse que donne cette histoire de séparation, c'est que ce sont les forces impersonnelles de la physique qui agissent partout. Tous les phénomènes sont le résultat de ces interactions déterminées par les mathématiques. L'intelligence, l'ordre, le sens, l'intention, tout ça, c'est des illusions. Derrière tout ce qui arrive, il n'y a qu'un ramassis de force et de masse sans raison d'être. Voilà. Vous imaginez si c'est enthousiasmant, mais n'empêche que c'est vrai. Dans le fond, c'est ce qui nous est transmis. Quel est le but de la vie? Troisième question. Aucun but. Il n'y a que des causes. L'univers est fondamentalement aveugle et inerte. Vous vous rendez compte que
on nous élève, on grandit et on vit avec cette présentation-là sous-jacente. Alors bien sûr, vous êtes là, soyez là en réel ce soir ou vous écoutiez ça en replay dans quelques jours ou semaines. Probablement que vous avez une autre vision du monde, peut-être que vous avez une vision spirituelle, peut-être que vous avez lu des ouvrages, mais c'est intéressant quand même de savoir qu'on vit dans un monde où pour une grande partie des gens, la vie n'a aucun sens, il n'y a aucun but. Voilà. Qu'est-ce que la nature humaine? Eh bien, pour nous protéger de cet univers inhospitalier, fait d'individus séparés et en compétition, nous devons exercer le maximum de contrôle. Donc, nous recherchons euh, tout ce qui peut aller dans ce but, c'est-à-dire l'argent, le statut social, la sécurité, l'information, le pouvoir, toutes ces choses dites matérielles qui vont nous permettre d'avoir plus de contrôle sur notre monde. Vous comprenez pourquoi on vit dans une société où l'obsession du contrôle est aussi généralisée. Voilà. Qu'est-ce qui est sacré? Question suivante. Bah, puisque la poursuite de notre seul intérêt personnel n'est pas un comportement très social, euh, il faut surmonter notre programmation biologique et poursuivre des buts élevés. Une personne sainte ne succombe pas au désir de la chair, il doit suivre un chemin de renoncement. Voilà. Euh, qui sommes-nous en tant que peuple? Eh bien, nous sommes, nous les humains, un animal à part, le point culminant de l'évolution. D'où venons-nous et où allons-nous? Bah, au départ, on était des animaux nus et ignorants, à peine capables de survivre, avec des vies désagréables, brutales. Heureusement, grâce à notre cerveau, hein, toujours ça, le cerveau, le mental, la science a remplacé la superstition et la technologie a remplacé les rituels. Nous nous sommes élevés pour devenir les seigneurs et maîtres de la nature. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans ce qu'il appelle l'histoire de la séparation, la vieille histoire, mais c'est quand même intéressant de prendre conscience que la plupart des gens vivent inconsciemment ou subconsciemment dans un monde qui est de cet ordre-là. Un monde où il n'y a pas de sens, un monde où il n'y a pas de transcendance, un monde où chacun est isolé des autres et où en gros, il faut essayer de se démerder. Et puis, bah, tant pis pour ceux qui ont moins de chance que nous. Voilà. Je ne dis pas que c'est votre cas à vous, là, ce soir, mais c'est quand même une réalité dont on trouve le reflet, mais dans la littérature, dans le cinéma, dans les discours politiques, un peu partout. Cette histoire-là, l'ancienne histoire, hein, avant d'entrer dans le sas, elle est en train d'être remplacée progressivement par une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, ben, elle a du mal pour l'instant à s'imposer. Je vais vous lire comment il l'a décrit parce que c'est autrement plus inspirant, puis après on verra un peu pourquoi elle a du mal. Cette histoire, donc, il l'appelle l'histoire de l'inter-être, ou il l'appelle aussi l'âge de la réunion. Vous voyez, moi je parlais de nouvelle alliance, lui il parle d'âge de la réunion. Et là, on a une présentation qui est complètement différente. Premièrement, mon être participe de votre être et de tous les êtres. Ça va au-delà de l'interdépendance. Notre existence même est relationnelle. On est des êtres de relation, on vit en relation. Oui, comme il dit, ça va au-delà de l'interdépendance. On n'est pas séparés. Par conséquent, numéro 2, ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Alors ça, on nous l'a dit et répété en mode religion, en mode spirituel, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement intégré, c'est de se dire qu'à partir du moment où nous sommes tous liés les uns aux autres, rien de ce que nous faisons à autrui n'est sans effet sur nous. C'est comme dans le corps humain, on peut dire, ah non, mais j'ai juste le foie qui a un cancer, ou j'ai juste, je ne sais pas, moi, la vessie, ou mais c'est le corps qui est malade. Dès qu'un organe est atteint, c'est la santé de tout le corps qui est en jeu et toutes les cellules sont au courant et sont touchées, même si apparemment, ça ne semble être qu'un organe. C'est pareil au niveau des humains, c'est pareil même au-delà de simplement cette planète. Troisièmement, ça je trouve ça beau, chacun et chacune d'entre nous a un don unique et essentiel à offrir au monde. Qui vous a dit ça? Est-ce qu'on vous a dit ça en famille? Est-ce qu'on vous a raconté ça à l'école, que vous avez un don unique à offrir au monde? Que vous n'êtes pas là par hasard,
que le divin, la vie, la source, appelée-la, elle passe par vous et elle prend une coloration, elle prend un parfum, elle prend une tonalité qui sont que la vôtre. Vous avez une contribution à faire à ce monde que personne d'autre que vous ne peut faire. Vous vous rendez compte si on nous élevait en nous disant ça? Alors pas pour nous faire gonfler les chevilles, pas pour nous donner un ego surdimensionné, mais pour nous amener à chercher et à cheminer vers l'expression de ce qu'il y a en nous. Si je suis un pommier, un jour, j'espère donner des bonnes pommes. Si je suis un poirier, des bonnes poires. De pouvoir dire à chaque être, il y a des fruits uniques qui sont les tiens et dont le monde a besoin, c'est quand même un peu plus porteur que ce qu'on a vu tout à l'heure. Numéro 4, ben, le but de la vie est d'exprimer nos dons, tout simplement. Je ne suis pas venu là pour rien, je suis venu parce que j'ai des cadeaux à offrir au monde et le but de ma vie, c'est de pouvoir apporter ça. Franchement, qu'est-ce qui nous rend plus heureux les uns et les autres que de se dire, ce que j'ai en moi, je peux l'offrir, je peux le donner, que je sois boulanger ou que je sois prof ou que je sois flic ou que je sois peu importe quoi, je fais ce que j'ai à faire et ce que je fais contribue à cette société, joue un rôle essentiel dans le monde où on est. On est heureux quand on fait ça, quand on a trouvé sa place, quand on se sent utile. Chaque acte est important et affecte le cosmos. Alors ça encore, est-ce qu'on a conscience de ça? Bah, pas tellement aujourd'hui, parce qu'on se dit, si j'ai pas 1 million de followers sur TikTok, sur Insta ou Facebook, j'existe pas. Euh, Charles nous dit, comme plein d'autres gens, plein d'autres traditions, chaque acte est important. C'est-à-dire que si je suis perdu dans le fin fond de la Creuse ou du Larzac, euh, si personne ne sait que je m'occupe de ma vieille mère ou de mes animaux, euh, on a l'impression que c'est insignifiant, mais pas du tout. Chaque acte est porteur parce que chaque acte entre en résonance dans l'invisible avec d'autres gens qui font la même chose ailleurs. Et ce que nous faisons amplifie une certaine fréquence, amplifie une certaine énergie qui fait que pour d'autres, ça devient plus facile de faire la même chose. Les premières personnes qui se sont mis à méditer, c'était probablement beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui où des gens méditent partout dans le monde avec plein de méthodes différentes. Et ça vaut pour tout. Donc, dès que je fais quelque chose, le moindre acte que je fais, et si en plus je le fais en conscience, et si en plus je le fais en y mettant mon amour, en y mettant ma présence, en y mettant le meilleur de moi, même si je ne le vois pas, même si je ne le saurai jamais, peut-être avant d'avoir une NDE ou de passer de l'autre côté, je suis en train de nourrir un égrégore, un champ morphique, un champ de conscience qui s'enrichit de ce que je fais dans mon coin, toute seule, tout seul, de la même manière que moi aussi, je bénéficie finalement de ce que font des gens dans le monde entier, même si je les rencontrerai jamais. Vous voyez, quand on cesse de croire qu'on est séparé, ah, mais là, par exemple, je ne sais pas combien on est, j'ai pas regardé le chiffre là, 57, c'est ça? Bon, on est juste 57 là, ok. Puis je ne sais pas combien de gens écouteront le replay. Mais ce que nous faisons là ensemble, ce temps que nous partageons là ensemble, il touche plein de gens ailleurs. Et il y a d'autres gens qui se réunissent, et il y a d'autres gens qui prient, qui méditent, qui dansent, qui font des choses pour le monde et dont nous aussi nous bénéficions. Donc cette conscience du lien, de notre inter-être, de notre interdépendance, elle est l'un des éléments absolument cruciaux de cette nouvelle histoire vers laquelle nous essayons d'aller. Nous sommes fondamentalement non séparés les uns des autres, de tous les êtres et de l'univers. Ça, il faudrait se l'afficher sur le frigo, partout, se le répéter, en faire des post-it, des cartes postales. Nous sommes non séparés les uns des autres. Voilà. Est-ce qu'on a conscience de ça quand on lit les infos, quand on regarde ce qui se passe dans le monde ou même dans le cosmos? Je ne suis pas sûr. Et pourtant, il y a un moment où je pense ça. On va le sentir, on va se dire, mais même s'il se passe des choses à l'autre bout de la planète, ça m'affecte ici, où que je sois, en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, ça m'affecte, ça joue sur l'atmosphère psychique dans laquelle je suis. Voilà. Nous sommes non séparés les uns des autres. Chaque personne que nous rencontrons, chaque expérience que nous vivons reflète quelque chose de nous-mêmes. Ça, c'est intéressant. Chaque rencontre, chaque chose reflète quelque chose de nous-mêmes. Ouais. Alors on dit beaucoup, hein, depuis 20, 30, 40 ans, rien n'arrive par hasard, etc. J'avais
traduit et fait publier autrefois chez Jouvence un merveilleux petit livre qui s'appelle Aucune rencontre n'arrive par hasard, d'un réalisateur de films suédois qui s'appelle Kay Pollak. Un super joli livre pour ça. Et c'est vrai qu'arrive un moment, et j'imagine que vous qui êtes là, c'est des choses que vous avez déjà vérifiées. On se rend compte que ce qui arrive n'arrive pas de façon fortuite, de façon gratuite, même si des fois c'est des expériences difficiles, douloureuses. Avec le recul, on arrive à en comprendre le sens, la raison d'être, et puis à trouver le moyen de grandir, de cheminer et d'avancer avec tout ce qui nous arrive. Le destin de l'humanité est de retrouver pleinement sa place dans la tribu du vivant sur Terre et d'utiliser ses dons spécifiques pour le bien-être et le développement de tous. Ça aussi, je le relis, c'est magnifique. Le destin de l'humanité est de retrouver pleinement sa place dans la tribu du vivant sur la Terre et d'utiliser ses dons spécifiques pour le bien-être et le développement de tous. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis comme un truc comme ça me fait vibrer. Quand son livre s'appelle Notre cœur sait qu'un monde meilleur est possible, mais oui, il y a une partie de moi qui sait que c'est possible. Il y a une partie de moi qui sait que c'est vers ça qu'on tend. Qu'au milieu de la folie absolue dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, de ces conflits, de ces tensions, franchement, c'est quand même incroyable. Moi, je vais avoir 64 ans cette année. J'ai jamais vécu dans un monde où il y ait autant de tensions, de conflits, tout est exacerbé, les susceptibilités, les sensibilités, voilà. Mais d'arriver à travers ça, à garder cette destination, à se dire, on est en train de vivre une mutation, on est dans ce sas, on vit une métamorphose et on va vers ça, on va vers une humanité qui prendra vraiment sa place. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, de toute façon, si l'humanité disparaît, tant mieux pour la planète. Mais non, mais non, mais non, comment est-ce qu'on peut dire une aberration pareille? Pourquoi est-ce que la vie, pourquoi est-ce que la source a créé l'espèce humaine? Comme ça, parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire, ou est-ce qu'on a un rôle spécifique, on a un don spécifique à apporter à la nature, au monde, et qu'aucune espèce, ni les baleines, ni les dauphins, ni les dinosaures, ni rien, ni personne ne le fera à notre place. Et que moi, j'arrive à imaginer un jour, j'arrive à imaginer un jour où cette planète, les humains auront vraiment pris leur dimension, leur place, et là, ce qui se passera un jour, entre l'humain, les végétaux, les animaux, le reste, le monde invisible. Mais ça sera un truc de dingue. On va se battre dans le monde invisible pour descendre s'incarner ici. Eh non, je veux y aller. Non, mais non, c'était moi. Hein. Ça sera plus, oulala, hein, vallée de larmes, etc. Et je pense que on peut nourrir cette pensée-là. On peut nourrir cette espérance-là. De se dire, tout ce qu'on vit là, c'est pas gratuit, c'est pas absurde, c'est pas en vain. C'est un chemin, certes, difficile, douloureux, violent pour beaucoup, mais d'arriver à voir que tout ça mène quelque part, de la même manière que, voilà, il y a beaucoup de femmes parmi vous ce soir, j'imagine qu'il y en a beaucoup de mamans aussi, un accouchement, c'est pas tout une partie de plaisir, mais n'empêche que après, quand on tient son bébé dans les bras, ce qui est incroyable, hein, on pourrait en voir des dizaines et des dizaines de vidéos, c'est ce passage de ces moments de souffrance, etc., à un moment tout d'un coup de pur bonheur, de pure joie avec ce petit. Et je dirais pas que tout est oublié dans l'instant. En plus, je suis un homme, je serais mal placé pour le dire. Mais à un moment, vu ce que ça apporte, ces souffrances, ces difficultés, etc., vu le cadeau que ça nous offre, ça réinterprète tout. Moi, j'espère, j'ai l'espérance, la foi qu'un jour, on pourra regarder rétrospectivement tout ce long chemin qu'a fait l'humanité avec tous ces délires, toute cette folie, cette division, cette séparation, et comprendre le sens, l'utilité, peut-être même la nécessité de ces étapes-là pour en arriver à cette maturité de l'être humain. Et là, on se dira, waouh, ok, waouh, ça a été un sacré chemin, mais regardez où on en est là, où on est arrivé. Et puis, dernière phrase de ce que nous dit Charles, le sens, la conscience et l'intelligence sont des propriétés intrinsèques de la matière et de l'univers. Pas juste de l'être humain. Le sens, la conscience et l'intelligence sont des propriétés intrinsèques de la matière et de l'univers. Mais qui nous dit ça?
J'entends, on est encore élevé à croire que quelque part, il n'y a que l'être humain qui est intelligent dans cette planète, ce qui est une aberration absolue. Voilà. Il y a de l'intelligence partout, dans les cristaux, dans les végétaux, dans les animaux, dans le cosmos, dans toute la création du monde. Vous savez, au premier Zoom, je vous ai parlé d'un livre que j'adore qui s'appelle L'Odyssée de l'univers de Brian Swimme et comment elle s'appelle? Mary-Evelyn Tucker. Euh, En anglais, tout petit livre de 120 pages, je ne sais pas combien il en fait en français, un peu plus vraisemblablement, mais arriver à raconter 14 milliards d'années de vie du cosmos en aussi peu de pages, avec autant d'émerveillement. Et on se dit, mais à chaque étape, il y a une intelligence incroyable qui a présidé à la naissance des étoiles, des galaxies à spirale qui ont permis l'apparition du système solaire, etc. On est émerveillé, l'intelligence, à l'œuvre. Et moi, j'aimerais qu'un jour, cet émerveillement soit à la base de l'éducation, que nos gamins, ils reviennent avec les yeux comme ça en disant, «Ah, waouh, mais ce monde, il est juste incroyable. Voilà. Comment je peux participer à un monde aussi beau, aussi merveilleux, aussi incroyable? L'émerveillement devrait être au cœur de notre enseignement, au lieu de se retrouver avec des gamins qui ont perdu toute curiosité, qui sont blasés, qui s'ennuient, alors que vous prenez un tout petit, jusqu'à son entrée à l'école, il n'est que curiosité, que envie d'explorer. On réussit à tuer ça, à étouffer ça. Voilà. Donc voilà, cette histoire, Charles appelle ça l'histoire de l'inter-être. Alors c'est pas une histoire mystique, c'est pas une histoire qui est bonne que pour les gens branchés religion, spiritualité, philosophie, etc. Non, non, non. Aujourd'hui, on vit une période incroyable, c'est-à-dire que depuis la découverte de la physique quantique, on a une compréhension du monde qui a fondamentalement changé, qui va totalement dans le sens de cette histoire de l'inter-être. Mais ce qu'il y a de complètement étonnant, c'est qu'on n'arrive pas à intégrer cette histoire. La physique quantique, ça a quoi? 80 ans, je ne sais pas, peut-être plus, un siècle, mais on vit encore dans un monde newtonien. On vit encore dans un monde où on est tous séparés. On vit encore dans un monde où on ignore tout ce qu'on sait dans la physique quantique sur le fait que tout est lié, c'est-à-dire deux particules euh, sont liées à des milliards de kilomètres. Quand l'une change de spin, l'autre change aussi. Enfin, il y a des choses qui sont bouleversantes là-dedans, mais ces découvertes-là, les plus grandes avancées de la science et en particulier de la physique quantique, elles ne sont pas encore descendues dans notre histoire. On vit dans une histoire qui n'existe plus, on vit dans un monde qui n'existe pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le monde dans lequel nous vivons n'existe pas. Le monde où tout le monde est séparé n'existe pas. Le monde où ce qui se passe à l'autre bout de de la planète ne m'affecte pas, ça n'existe pas. Voilà. On vit dans un monde qui n'existe pas. Alors, pas étonnant que le décalage entre l'histoire que nous nous sommes construits, hein, les construites, le rêve, le cauchemar de la planète dont parle Miguel Ruiz, pas étonnant que cette histoire est tellement éloignée de ce qui est véritablement la façon dont fonctionne ce monde. Ce décalage, hein, au niveau psychiatrique, ça s'appelle de la folie. Quand quelqu'un vit dans un monde qui n'existe pas, il est fou. Peut-être qu'un jour, on dira rétrospectivement, mais les humains à l'époque, ils étaient complètement fous. Ils vivaient dans un monde qui n'existait pas, mais ils y croyaient tellement qu'ils arrivaient à s'empoisonner l'existence les uns des autres, mais dans des proportions juste incroyables. Ça sera dans dans leur livre d'histoire, dans les choses qu'on leur enseignera. Voilà. Donc on a cette situation. J'ai lu quelque part cette phrase qui m'a beaucoup parlé. Quelqu'un disait, c'est la première fois dans l'histoire que les humains ne croient pas à ce qu'ils savent. Voilà. Écoutez bien ça, que les humains ne croient pas, croyance, hein, la croyance c'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est la religion, ne croient pas à ce qu'ils savent, c'est-à-dire qu'on sait des choses sur ce qu'est véritablement ce monde, comment ça fonctionne, mais on n'arrive pas à y croire. Parce qu'on est dans cette transition entre l'ancienne et la nouvelle histoire, et que des gens comme Eisenstein, des gens comme d'autres auteurs, sont là pour essayer de mettre des mots et de favoriser progressivement le fait que cette histoire prenne le dessus sur celle d'avant. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Prenez l'époque d'avant les Lumières.
C'était quoi l'histoire? Dans quel monde vivaient les gens avant les Lumières? Ben, ils vivaient dans un monde qui était dicté par la religion. Le monde a été créé en 6 jours, comme ci, comme ça. Il a à peu près 6000 ans. Et le comble, hein, c'est qu'il existe toujours des gens qui prennent la Bible au pied de la lettre et qui continuent de croire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant les Lumières, la majorité des humains vivaient dans un monde, c'est-à-dire dans une histoire qui nous fait sourire aujourd'hui, en se disant oh, comment ils ont pu croire ça, que la Terre était plate, que le monde avait été créé en 6 jours, qu'il n'y avait pas plus que 7 planètes dans le ciel parce qu'il y a 7 couleurs, parce qu'il y a 7 notes dans la gamme, donc il ne pouvait pas y en avoir plus que 7. Donc tant pis pour Uranus, pour Neptune et Pluton et les autres. Ça nous fait un peu sourire aujourd'hui. Mais je vais vous dire un truc, dans quelques années, dans quelques décennies, les gens souriront de la même façon en se disant, non, mais vous vous rendez compte, à cette époque-là, les gens étaient tellement enfermés dans une vision scientifique, matérialiste, rationaliste, obtus et fermée, qu'ils croyaient qu'ils étaient tous séparés, qu'ils croyaient que la pollution qui se passait d'un côté n'allait pas affecter l'autre, qu'ils avaient un nombre de croyances, mais juste complètement à côté de la plaque. Ils auront exactement le même regard sur notre époque et nos croyances que nous avons sur celles d'avant les Lumières. Sauf que nous, on croit qu'on est dans la science, on croit qu'on est dans le vrai savoir, on croit qu'on est dans la vraie connaissance. La plupart des gens qui défendent le monde actuel dans sa vision scientifique ne voient pas qu'ils sont des scientistes, c'est-à-dire des gens qui ont transformé la science en une religion. Ils ne voient pas les limites de ce paradigme. Vous savez, on parle des Lumières. C'est intéressant ce mot, les Lumières. En plus, ça, on a démarré avec l'histoire d'Adam et Ève, hein. Leurs yeux s'éveillèrent, ils virent qu'ils étaient nus. On était aussi dans la lumière. Euh, les Lumières, c'est un moment où effectivement la lumière, le soleil de la raison, s'est levé symboliquement sur l'humanité. Le soleil de la raison. Et tout d'un coup, ça a dissipé tout un tas d'obscurantisme, de superstitions, de croyances infondées qu'il y avait avant. Merveilleux, merveilleux, le soleil se lève et il dissipe l'obscurité. Mais allons plus loin. Quand le soleil se lève, les étoiles disparaissent. Quand le soleil se lève, la lune disparaît. Et puis le soleil, bien sûr, il apporte sa lumière. Mais s'il brille trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Il dessèche tout. Il assèche tout. Il n'y a plus d'eau, tout s'évapore, ça devient du désert. Le monde a prévu l'alternance du jour et la nuit. Le monde, le cosmos, la nature a prévu qu'il y ait des temps pour voir les étoiles, pour voir la lune. Quand le soleil de la raison s'est levé sur le monde, il a fait disparaître la lune de l'imaginaire, il a fait disparaître les étoiles qui ont guidé les humains sur les 5 continents depuis des milliers d'années, c'est-à-dire des références spirituelles, mystiques. Voilà. Et, et aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurantisme des Lumières. Aujourd'hui, on est en train de découvrir la face d'ombre d'un monde qui n'est éclairé que par les lumières du mental et qui n'est pas éclairé par la vraie lumière, qui s'est coupé de l'intuition, qui s'est coupé du cœur, qui s'est coupé d'énormément de choses en croyant qu'on pouvait vivre juste avec le mental. Et ça, c'est comme si on s'imaginait qu'on pouvait vivre avec juste la vision sans les autres sens. Mais allez au marché un samedi matin, allez sur l'étal du poissonnier. Avec vos yeux, vous serez incapable de déterminer si un poisson est frais ou s'il n'est pas frais. Mais par contre, avec votre nez, ça va prendre 2 secondes, hein. Eh bien, de la même manière, il y a des choses que le mental ne peut pas appréhender parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mais par contre, le cœur, oui. Par contre, l'intuition, oui. L'âme, oui. Donc on a tout misé sur une seule faculté humaine, on a une éducation à l'école qui ne mise sur qu'une seule faculté humaine, on fait de nous des analphabètes relationnels, des analphabètes spirituels, des analphabètes de l'intuition. On a tout misé sur une faculté. Bien sûr, elle nous a apporté des tas de choses merveilleuses au niveau technique, technologique, etc. Mais l'état du monde aujourd'hui nous montre à quel point c'est incomplet, à quel point c'est déséquilibré, à quel point ça ne suffit pas. Et la nouvelle histoire vers laquelle on va est une histoire qui va de nouveau intégrer ces autres facultés, qui sera plus entièrement sur le mental. Si on veut remonter, hein,
passer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la dualité, et retrouver l'arbre de l'unité, l'arbre de vie, l'Advaita, il faut éveiller, pardon, ces autres facultés-là, parce que c'est pas le mental qui nous a amenés là qui va nous en sortir. Hein. Einstein déjà disait il y a fort longtemps, il disait on ne peut pas résoudre un problème avec l'état de conscience qu'il a créé. Mais c'est exactement ce qu'on essaie de faire depuis 80 ans. C'est-à-dire, on essaie d'utiliser le mental et une certaine approche qui sépare tout, qui divise tout, qui analyse, qui fragmente, qui morcelle. On essaie d'utiliser ça pour réparer toutes les divisions, toutes les fragmentations qui se sont faites au plan social, au plan écologique, dans tous les plans. On a aujourd'hui de la division tous azimuts. OK? Pour recréer du lien, il va falloir mettre en œuvre d'autres choses. Et c'est ce qu'on on voit qui est à l'œuvre. Pourquoi il y a tant de gens qui s'intéressent à la spiritualité? Pourquoi il y a tant de gens qui essayent de retrouver l'intelligence du cœur? Et parce qu'on sent bien que ça passera pas par le mental. Le mental, on voit de quoi il est capable, il est formidable, magnifique, hein. C'est comme la vue, on est très content de voir. Mais heureusement qu'on n'a pas que des yeux, heureusement qu'on a des oreilles, qu'on a un nez, qu'on a le toucher, qu'on a le goût, qu'on a tout ça, parce qu'on a besoin de tous ces organes-là pour avoir une appréhension complète de la réalité dans laquelle on vit. Et si on n'a que la science, si on n'a que le mental, eh bien on a une perception complètement tronquée du monde. Et ça donne cette vision, l'histoire de la séparation, hein, euh, qui est une vision mortifère, mortifère. Et à l'inverse, ben, on a cette vision qui est une vision lumineuse, qui est une vision euh, où tout est relié, où tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons a un sens, a une raison, où tout est lié à tout. Et ça, ben, c'est porteur de sens pour nous. Alors, je vous parle de l'ancienne histoire et de la nouvelle. La nouvelle, hein, histoire de l'interêtre, et ce que j'ai appelé la nouvelle alliance dans mon langage à moi. Euh, je pense que ce qui va venir aussi avec tout ça, c'est une histoire des histoires. Oui, oui, une histoire des histoires. Le texte que je vous ai lu de Nancy Houston, comme les enseignements de Miguel Ruiz, comme ceux de Krishnamurti, comme ceux de Lewis Madrona et d'autres, ils sont tous là pour nous amener à comprendre ce que nous sommes en tant qu'espèce humaine. Et nous sommes des créateurs d'histoire. Donc avoir une histoire sur nos histoires et sur comment nous les construisons, c'est devenu absolument essentiel. Moi, j'espère lancer dans les 12 prochains mois un webinaire sur les histoires. Alors, on y consacre déjà pas mal de temps dans la retraite Genesis d'une semaine qu'on anime avec ma femme Annabelle, mais j'aimerais vraiment faire un webinaire complet là-dessus parce que il y a vraiment besoin de développer cette conscience, de se dire, waouh, c'est moi qui crée mes histoires. Alors, bien sûr, j'ai avalé toutes les histoires du milieu dans lequel j'ai grandi, mais j'ai la capacité aujourd'hui de les remettre en question. Krishnamurti se libérer du connu ou Miguel Ruiz, les accords Toltec, c'est des outils pour remettre en question les histoires auxquelles j'ai cru, auxquelles j'ai donné mon accord, hein. Et puis arriver à prendre pleinement possession de cette capacité de créer mes propres histoires. Et puis peut-être un jour de pouvoir partager ces histoires avec d'autres et de faire en sorte que les histoires qui se disent, histoire médicale, histoire éducative, histoire écologique, etc., aille de plus en plus dans le sens de ce qu'est véritablement ce monde tel que nous l'enseigne la physique quantique ou d'autres choses. On a besoin d'une histoire des histoires. On a besoin vraiment d'intégrer le fait que nous sommes des créateurs d'histoire. Moi, je me suis posé ça, c'est vraiment la question de me dire, est-ce qu'on pourrait vivre sans histoire? Il y a un livre de Byron Katie que vous connaissez peut-être qui s'appelle Qui serais-tu sans ton histoire? En réalité, je ne pense pas que ça soit possible. Je pense que créer des histoires, c'est ce que j'ai appelé la logosphère, hein, ce couple cœur-mental, il fait ça tout le temps. C'est sa fonction. Et c'est pas un problème qui crée des histoires. Ce qui est un problème, c'est que ces histoires soient créées inconsciemment, qu'elles soient confondues avec la réalité, et qu'en plus, elles soient tristes, elles soient moches, elles soient étriquées, elles soient limitées. Mais si vous changez tout ça, si vous avez des histoires conscientes, hein, si vous avez des histoires qui sont ouvertes, qui sont capables d'évoluer, de transformer et de changer, si vous avez des histoires qui sont
alignées sur les principes et les lois fondamentales de ce monde-là, si elles sont constructives, positives, évolutives, mais ça devient fun d'inventer des histoires. Donc là, il y a un passage. Il y a un passage vers la prise de conscience véritable de qui nous sommes. Au lieu d'être victime de notre tête, victime de notre cœur, victime des histoires que nous nous racontons, parce qu'on n'a même pas conscience de s'en raconter, tout d'un coup, on devient acteur, on devient créateur, on devient auteur. Et là, on se dit, à partir de maintenant, moi, je vais me créer des histoires qui soient sympas, qui soient chouettes, qui soient lumineuses, qui soient belles. Et puis même si ben, tout le monde, toute la société dans laquelle je vis fonctionne pas encore comme ça, c'est pas grave. Faut débuter, on va être le levain, on va faire partie des premiers qui passent à un autre niveau de conscience et qui posent les jalons pour demain, qui sont le levain qui fera lever la patte collective, et qui seront les cellules imaginales, j'ai déjà parlé de ça hein, dans le cocon, dans la décomposition de la chenille, ces cellules qui reconstruisent à partir du chaos, qui reconstruisent cet être nouveau qu'est le papillon. Alors encore une chose, après je vais vous proposer, comme on l'a fait la dernière fois, un petit moment en petits groupes pour avoir un temps d'échange. Vous savez que ça fait 15 ans que je consacre une grande partie de mon temps et de mon énergie à la thématique du pardon, avec la création des cercles de pardon notamment, qui n'arrêtent pas se développer dans le monde. Si j'en parle ici, c'est pas pour faire la pub de mes activités, c'est parce que une des raisons pour lesquelles ce travail me semble essentiel, c'est que le pardon, ce que j'appelle la guérison des blessures du cœur, c'est un retour à l'unité. L'unité en soi, l'unité autour de soi. Euh, des fois, je n'arrive pas à voir quoi d'autre nous amènera un jour à guérir. Vous savez, quand on a une plaie, c'est la cicatrisation qui ressoude nos blessures. Le pardon, c'est la cicatrisation sur un autre niveau. C'est vraiment retrouver son unité intérieure, là où on est dans le jugement, dans les divisions, dans les guerres intérieures. Enfin être un, enfin faire la paix. Et puis dans les conflits, les tensions qu'il y a en famille avec d'autres, etc., de pouvoir là aussi cheminer vers cette unité retrouvée. Puis soyons fous et projetons ça un jour dans le monde, hein, en nous disant un jour aussi, ce monde peut et va retrouver son unité, quel que soit le temps que ça prendra. Donc voilà, le pardon, c'est un mot qui a une connotation très religieuse. Je passe mon temps à devoir le redéfinir, à devoir expliquer ce que c'est que le pardon 2.0 par rapport à la vision qu'on en a. Mais c'est vraiment un travail de retour à l'unité en soi. Parce que, mon Dieu, s'il y a des divisions à l'intérieur de nous, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, quand l'unité revient de plus en plus en soi, eh bien, on devient des propagateurs d'unité, hein. Il y a des antennes 5G ou 4G partout, là, hein, dans, dans- 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 dans la nature autour de nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'être des antennes mais qui propageons autre chose, c'est-à-dire on a envie de propager quelque chose qui soit de l'ordre de l'unité, qui soit de l'ordre de la fraternité, qui soit de l'ordre de l'inter-être, qui aille dans le sens de cette nouvelle histoire. On peut être ces cellules imaginales qui commencent à amener un nouveau message, qui relie à une nouvelle alliance, c'est relier ce qui était divisé et ce qui est en opposition. Ça commence en nous, intérieurement, puis à mesure que ça se fait, bah, ça peut se propager et toucher d'autres personnes autour de nous. Euh, alors, comme on l'avait fait la première soirée, je vais vous proposer de prendre un temps en petit groupe. Alors, la dernière fois, je vous avais donné peu de temps, je crois que j'avais donné 12 minutes et c'était un peu court. Donc là, on va pousser un petit peu plus loin. J'espère que vous avez le temps pour ça, mais ça me semble intéressant. Peut-être qu'on peut faire des groupes de quoi? De 4? 3 ou 4? Qu'est-ce que c'est le mieux? 4 peut-être? Ce que je vous propose de faire, c'est durant ce temps, donc vous allez vous retrouver avec, c'est fait au hasard, hein, c'est pas nous qui vous choisissons qui va avec qui, c'est les outils informatiques qui font ça. Donc vous allez vous retrouver comme la dernière fois avec trois autres personnes dans une
ils appellent ça breakout rooms, je crois en anglais, je ne sais pas comment on appelle ça en français, une sous-pièce, une sous-chambre. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps pour échanger les uns après les autres. Dans quelle histoire vous vivez? C'est quoi l'histoire dans laquelle vous vivez? Est-ce qu'elle est tirée de la science? Est-ce qu'elle est tirée de la spiritualité? Est-ce qu'elle mélange 36 choses? Euh, Peut-être même que vous y avez jamais réfléchi objectivement en détail avant ce soir, mais je pense que si vous prenez chacun 5 minutes pour partager un peu dans quelle histoire vous vivez, dans quelle vision du monde, de l'humain, de ces questions que j'ai posées, auxquelles répondait Charles, voilà, je trouve que ça serait intéressant de prendre un moment pour ça. Et puis, on se retrouve après en grand groupe pour échanger sur ce que vous aura apporté ce moment de partage à plusieurs. Oui, dans quelle histoire vivez-vous? Merci, Émilie. Moi, je vous remercie beaucoup de votre présence, de pouvoir partager ces moments ensemble, cheminer ensemble les uns avec les autres dans ce sas. En tout cas, voilà, la vidéo sera en ligne demain. Les références que j'ai pu donner, eh ben, je sais qu'Emilie a noté ça, ça sera dans le Google Doc. Vous pourrez retrouver, s'il y a un titre, une référence, quelque chose que vous voulez retrouver. Et puis, je ne sais pas si moi, je suis pas, ça ne me dérange pas de continuer en juillet-août, de faire une séance en juillet, en août. Puis on verra s'il y a du monde. Tout le monde n'est quand même pas en vacances au même moment partout. Donc, je proposerai quelque chose le mois prochain, puis on verra si ça suit ou pas. D'accord?